Bonsoir à tous. Nous sommes évidemment ravis à la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains de vous voir ici dans cet amphi. On dit aussi bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Nous allons donc aujourd'hui continuer notre deuxième cycle de conférences sur la santé sexuelle pour tous. Et nous allons aborder donc ce sujet, continuons à aborder ce sujet des nouveaux enjeux de l'éducation à la sexualité pour tous. Et pour éclairer ce lien donc fondamental entre l'éducation, le genre, l'orientation sexuelle, eh bien nous avons notre conférencière de ce soir qui est Natacha Tchekouti-Ossorowitz. Bravo. Et donc, qui va aborder ce sujet qui s'inscrit, comme vous le savez, dans les objectifs du développement durable que nous déclinons. Donc, je crois qu'il y a l'objectif numéro 3, l'objectif numéro 4, l'objectif numéro 5, le 10, mais aussi le 16 et le 17 qui sont concernés donc, par ce sujet. Donc nous sommes effectivement dans cet axe des Nations Unies et de l'UNESCO. Alors bonjour, je suis ravi d'être avec vous et merci pour votre présence. Donc je vais présenter un peu plus Madame Natacha Tchekouti-Ossorowitz, c'est bien dit, n'est-ce pas? Qui est sociologue, enseignante chercheur avec un E, à Centrale Supélec, à l'université Paris-Saclay, et rattachée au laboratoire des institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société, avec des travaux qui sont orientés sur le genre et la citoyenneté, et plus maintenant, me disait-elle juste avant, sur les violences, et notamment les violences en institution carcérale. Elle est auteure de plusieurs ouvrages ou d'articles en lien avec ces sujets. Alors, plus que d'éducation sexuelle proprement dite, il me semble que vous allez intervenir, vous allez interroger la façon dont les normes sociales interviennent dans le parcours des minorités sexuelles. Et d'ailleurs, en écrivant ce terme, je me suis dit que le terme même de minorité devait nous interroger, parce que ça renvoie à quelque chose d'un peu subalterne ou secondaire. Et donc, si vous parlez d'éducation, il me semble que ce dont vous parlez est bien plus d'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire comment chacun de nous est éduqué à la notion d'égalité, égalité de droit, de respect ou non des différences, et dans quelle mesure cette éducation construit des comportements sociaux hiérarchisés, plus ou moins sexistes, plus ou moins homophobes, qui influencent et orientent les parcours de vie des minorités sexuelles, et en particulier celles des jeunes gays et lesbiennes. J'espère avoir fait une introduction qui correspondait bien à la communication que vous allez nous faire. Et sans plus tarder, je vais vous donner la parole. À vous. Bien, merci beaucoup de votre invitation à tous deux de venir ici dans ce DU pour effectivement parler, et vous l'avez très bien souligné, moi je ne vais pas forcément parler d'éducation ou comment éduquer ou comment se saisir l'éducation, mais en bonne sociologue, je vais plutôt vous rendre compte d'une enquête, et à partir de cette enquête que j'ai réalisée avec un collègue qui s'appelle Gabriel Girard, qui est sociologue lui-même à Montréal, au Québec, où on a réalisé une analyse comparative des trajectoires gays et lesbiennes. Je vais en dire plus sur le plan méthodo, mais l'idée c'est surtout, c'est vraiment le propre de la sociologie, c'est-à-dire de se servir de données empiriques, d'une lecture critique pour ensuite, éventuellement transformer les normes du point de vue des acteurs, actrices institutionnels, mais aussi effectivement des populations concernées, enfin en tout cas de tout le monde. Mais voilà, plutôt qu'un guidage d'orientation, c'est plutôt après lire ensemble et penser ensemble sur ces trajectoires qui, au fond, ne concernent pas justement que les personnes en devenir gays et lesbiennes, mais qui concernent tout le monde, puisque nous-mêmes, nous sommes porteurs de ces systèmes normatifs. Donc, cette étude, nous l'avons réalisée entre 2010 et 2012. Alors, il faut comprendre d'abord quand même un petit rappel socio-historique des études gays et lesbiennes en France. C'est un champ qui n'existe pas.
contrairement à nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, hein, ou même plus proche en Angleterre, où il y a des champs d'études consacrés, des études féministes, gender studies, subaltern studies, effectivement, dans un espace critique des rapports de domination. En France, je pense qu'on est pris au piège à l'intérieur d'un récit républicain qui laisse à penser que, au fond, et on l'a bien vu, pardon, au moment des manifs pour tous, d'ailleurs, hein, ça s'est vraiment révélé, que il y a au fond une norme universelle dans laquelle se déplace, il y aurait un consensus normatif dans lequel se déplaceraient tous les groupes sociaux et au fond sans pensée réflexive sur l'effet de cette norme hégémonique. Ici même l'hétérosexualité, hein, qui au fond se coproduit dans tous les espaces institutionnels, et il n'y a pas de réflexion au fond sur la production de cette norme hégémonique sur les groupes qui ne s'y reconnaissent pas, et avec en plus une pensée un peu rétive, voire conservatrice, qui en tout cas qui laisserait à penser que tout groupe minoritaire qui, au-delà de la réclamation des droits, permet de penser autrement la norme, au fond, très vite, il y a tout un renvoi rhétorique qui renvoie à l'idée de groupe communautaire versus, en tout cas, récit républicain. Et donc, toute étude sur les groupes minoritaires renverserait l'ordre républicain ou le menacerait. Je vous signale d'ailleurs à ce propos la publication d'un excellent ouvrage qui est sorti il y a un mois en France, de Bruno Perrault, qui est enseignant au MIT, qui fait partie justement de ces auteurs transfuges qui n'ont pas pu avoir de poste en France parce que ça a un coût de travailler sur ces sujets aussi, on pourra en discuter pendant le débat, qui a peur de la théorie queer, qui vient de publier aux presses de Sciences Po et qui montre très bien hein, ce fantasme du récit républicain et ses effets sur les groupes minoritaires. Et lui, il appelle à un plaidoyer des discours minoritaires et des pratiques minoritaires. On pourra en discuter par la suite. Donc, en France, pas d'études, pas de champs en tout cas consacrés en sciences humaines et sociales, des études qui démarrent plutôt dans les années 90, et ici j'imagine que vous le savez déjà, enfin vous en comprenez les raisons immédiatement, liées à l'épidémie SIDA, où donc il y a eu beaucoup d'études sur les trajectoires gays, mais liées aux questions de santé sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'aussi, pour faire des études, il faut des financements. Et donc, alors encore plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que pour faire des thèses ou des doctorats, aujourd'hui, si les futurs doctorants n'ont pas de financement, ils ne rentrent pas. Hein, ils ne peuvent pas faire de thèse. Ce qui quand même oriente aussi les sujets hein, et les objets. Donc début des années 90, les premiers travaux existants, et pendant plus de 15 ans, avec la création de la NRS, Agence nationale de recherche sur le sida, SIDAction, etc., qui vont effectivement pas financer un certain nombre de recherches sur les trajectoires gays liées aux questions de prévention, d'accès aux soins, etc. Mais qui ne s'intéressent pas aux lesbiennes, pour le coup. Alors, les lesbiennes, alors ça, tout à fait. D'abord, elles sont les oubliées de la prévention. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet dans le Journal of Sex Research où je montre comment, non seulement elles ont été oubliées de la prévention, mais du côté même des financeurs, il y a un impensé sur les questions lesbiennes. C'est-à-dire qu'elles sont souvent articulées à la question de la bisexualité et non pas d'une catégorie à part entière. Mais ça, d'ailleurs, on va y revenir dans l'analyse des trajectoires. En gros, voilà, les sciences sociales n'échappent pas aussi à la doxa hein, et à la norme majoritaire hein, dans sa manière de penser les objets. Donc, ensuite, au cours des années 2000... Alors, la première recherche sur les lesbiennes, ça a été en histoire, ça a été la thèse de Marie-Jo Bonnet sur les relations amoureuses entre femmes. Et moi, à l'époque, quand j'ai fait ma thèse de 2003 à 2008, il n'y avait strictement rien pas grand-chose sur ces questions. Et même pour rentrer en thèse sur ces questions, c'était extrêmement compliqué. J'ai fait ma thèse à l'EHESS. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui était Marie-Elisabeth Handman, qui a ouvert tout un champ d'études sur les sexualités à l'EHESS. Et ça a été un prix pour sa carrière. Hein. Tout ça a des incidences quand même. Mais bien sûr, je n'avais pas de financement. Dans le contexte actuel, je pense que je n'aurais pas pu faire la thèse que j'ai faite d'ailleurs, hein, avec cette question de la rationalisation des financements. Et on était deux à l'époque, Virginie Descoutures, qui travaillait sur les couples de lesbiennes, mais en situation homoparentale, et moi-même.
Et puis, voilà. Alors après, travailler sur ces questions, évidemment, le risque, c'est aussi bien d'être catégorisé comme tel. Et non pas que, voilà, c'est pas la question d'être catégorisé ou pas, mais ça a un effet social en termes aussi d'insertion académique et de porosité entre la définition de soi et entre, voilà, l'idée quand vous notiez cette question du savoir minoritaire, devant un jury CNRS, les sujets lesbiens, forcément, c'est considéré comme un sujet non légitime, en tout cas pas un sujet noble, alors que d'autres sujets vont l'être. Donc c'est important, je crois, de comprendre ce contexte et qui fait que nourri aussi en France par une difficulté aussi à construire légitimement un champ des études de genre. Et on l'a vu, hein, il y a en 2013-2014, hein, toutes les critiques qui ont rejailli. Donc toutes ces questions ne favorisent pas le développement de ces études. Et on verra pour la suite. Et en tout cas, là où elles sont au fond plus présentes, c'est effectivement du côté de la santé sexuelle, parce qu'il reste d'ailleurs encore quelques voies de financement sur ces questions. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, on peut même se demander si le fait d'appartenir soi-même à une minorité sexuelle ne décrédibilise pas le discours. Oui, tout à fait. Tellement c'est évidemment porteur déjà d'un a priori. Absolument, comme si, au fond, appartenir à la communauté étudiée, a mené à produire une recherche non idéologique. Et alors évidemment, je vais rappeler ici que toute recherche est située et qu'il n'y a pas de recherche objective, mais par contre, il y a des recherches dans lesquelles, à mon sens, une bonne recherche, c'est la recherche qui est capable de procéder à un processus d'objectivation des données. C'est quoi le processus d'objectivation des données ? C'est être capable de se situer justement par rapport à l'objet de recherche et ne pas faire comme Lévi-Strauss, tout le monde se va, Lévi-Strauss, un grand anthropologue français, qui, observant, j'imagine que vous connaissez la fameuse phrase, je ne l'ai pas en tête extrêmement par cœur, mais enfin, il était dans un village, et il écrit, il ne restait plus personne dans le village, il n'y avait que les enfants, il n'y restait plus que les femmes et les enfants. Voilà. Ça s'appelle un savoir objectif, moi j'appelle ça plutôt un savoir non situé. Donc, à mon sens, toute recherche, du coup, qui participe de ce processus d'objectivation, c'est toute recherche qui est capable de situer aussi la place du chercheur ou de la chercheuse. C'est-à-dire qu'au fond, une recherche, hein, c'est comme un focus photographique. On observe des choses, on a des recueils des données, mais on n'a pas la totalité. Mais c'est être capable, justement, de rendre compte de cette non-totalité et d'y réfléchir. Je vous donne un exemple très concret. Vous le disiez, mais depuis 1 an et demi, je suis un peu sur d'autres sujets maintenant, mais je mène une recherche ethnographique. J'aime beaucoup faire de l'ethnographie, donc vraiment de vivre sur le terrain, en prison. Fort heureusement, j'y dors pas, mais j'y passe beaucoup de temps, dans un quartier femme d'une prison parisienne, avec une collègue qui est Patricia Paperman. Nous n'avons pas le même âge. Nous n'avons pas les mêmes, identités sexuelles, même si ça ne se dit pas. Nous n'avons pas les mêmes mises en scène de genre. On a effectivement des types de récits différents. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'elle recueille ou ce que je recueille est plus juste. C'est simplement, par exemple, elle a 65 ans, j'en ai 47. Moi, j'ai eu tout, puisque les femmes, c'est elles qui choisissaient pour faire les entretiens avec qui elles voulaient faire l'entretien. Moi, j'ai toutes les femmes qui ont entre 20 et 55 ans. Et elle a les plus de 55 ans, je crois 70 ans. Mais voilà, il y a une identification sans doute par l'âge qui a fonctionné et qui, du coup, a favorisé tel ou tel type de récit. Bon, tout ça pour dire que, et donc nous, on va consacrer tout un chapitre aussi où on va parler de nous en tant que chercheuses. Comment on a été sur le terrain et aussi qu'est-ce que ça fabrique un terrain. Un terrain aussi, la relation qu'on peut avoir entre les enquêtés et nous-mêmes, aussi ça construit, ça produit des données. Voilà. Donc il n'y a que des savoirs situés, sauf que c'est souvent aux groupes minoritaires qu'on reproche de faire du savoir situé. Donc on construit des savoirs partiels et partiaux, et c'est pour tout le monde pareil. Sauf qu'il y en a qui s'en rendent plus ou moins compte. Et en général, les savoirs dits dominants ne se rendent pas, en tout cas ne procèdent pas de ce processus de réflexivité.
après cette longue parenthèse méthodologique, mais non moins importante, parce qu'elle situe le propos aussi, donc avec ce collègue Gabriel Girard, en 2010-2012, on se rend compte aussi que, donc non seulement, enfin pas que nous bien sûr, mais il y a peu d'études sur les lesbiennes, sur les gays il y en a un certain nombre, mais alors il y a encore moins d'études qui comparent les trajectoires gays et lesbiennes. Et ça nous semblait intéressant de les comparer, justement pour analyser la norme hétérosexuelle et ses effets, mais aussi analyser l'effet des normes et des régulations des systèmes de genre dans ces trajectoires qui sont différenciées. D'ailleurs, ici, je vais tout de suite dire, moi je suis très très critique de l'acronyme LGBT, parce que ça recouvre des réalités extrêmement différentes, voilà, à la fois de genre d'ailleurs, de sexualité, qui n'ont pas les mêmes, et on va le voir tout à l'heure, réalités et qui ne découlent pas des mêmes expériences sociales. Alors je comprends bien que politiquement, en tout cas pour aller voir les acteurs politiques, c'est plus simple de dire LGBT, mais je pense qu'il faut mener une réflexion quand même sur cet usage de l'acronyme qui d'ailleurs bien souvent du coup invisibilise les lesbiennes. Donc, on s'est demandé, dans cette génération... Alors, on a travaillé sur des entretiens. Moi, les entretiens là, que je vais vous présenter, c'est des entretiens donc, que j'ai menés entre 2010 et 2012 auprès de lesbiennes de milieux sociaux diversifiés, puisqu'on a voulu aussi articuler la question de la classe sociale, parce que là aussi, on ne se construit pas lesbienne ou gay selon aussi les milieux sociaux d'origine, selon les capitaux culturels, les capitaux sociaux, les zones géographiques. Voilà, il y a des variabilités aussi d'expérience selon ces situations assez hétérogènes. Donc, c'est une enquête que j'ai menée à l'époque dans le cadre d'un contrat postdoctoral, parce qu'avant d'avoir un poste, j'ai fait beaucoup de contrats postdoctoraux, à l'INSERM à l'époque, et d'ailleurs sur un financement santé sexuelle, mais à partir de là, j'ai développé aussi beaucoup d'aspects autres que la santé sexuelle. Donc, des lesbiennes pas forcément politisées, donc je ne suis pas passée par les réseaux militants, donc je suis passée par la presse dite féminine. Voilà, et j'ai eu beaucoup de réponses par la presse dite féminine, par des réseaux sociaux via Internet, des blogs, des lieux de discussion numérique. Et Gabriel, lui, avait un certain nombre aussi d'entretiens qu'il avait recueillis pendant son doctorat entre 2003 et 2008, et c'est l'ensemble de ces entretiens qu'on a mis en commun. Alors, les choses communes entre ce corpus d'entretien, c'était des personnes qui, au moment de l'entretien, s'auto-définissaient comme lesbiennes ou gays, avaient entre 17 et 35 ans et vivaient en France, donc dans des zones géographiques diversifiées. Et donc, on s'est demandé, dans cette génération que l'on a qualifiée de génération Pax, c'est-à-dire c'est la génération qui s'est construite dans sa jeunesse en tout cas, ou plus tardivement, mais dans quand même un mode de contractualisation des unions gays et lesbiennes reconnues, ou en tout cas pour laquelle la construction politique s'est inscrite dans une judiciarisation et dans une rhétorique du droit des identités minoritaires, ce qui n'est pas du tout la même socialisation que la génération précédente, notamment des générations 70-80, qui, elles, s'étaient construites plutôt, pensez aux groupes comme les Gouines Rouges, le Phare, etc., dans l'héritage de mai 68, dont on célèbre les 50 ans cette année, donc qui était plutôt construit dans l'anti-institution et dans, au contraire, le fait de ne pas revendiquer une posture minoritaire, je dirais, normalisée par l'institution. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que être dans l'institution, c'est une forme de normalisation ou pas? On pourra en discuter après. Mais... Donc, cette génération dont on va parler aujourd'hui, c'est pas non plus la génération mariage, c'est vraiment cette génération Pax qui s'est construite à travers et dans le Pax. Ce qui n'est pas la même chose non plus que la génération d'après sur le mariage. Donc, au moment des entretiens, les personnes, oui, c'est ça, 17-35, avec une grande majorité quand même de personnes entre 17 et 30 ans. Et donc, on s'est demandé, pour cette génération, comment on se construit comme lesbienne ou gay,
comment se construisent les socialisations à l'adolescence, comment elles vont parler de l'adolescence alors qu'à ce moment-là, elles ne s'autodéfinissent pas comme lesbiennes ou gays, comment on se construit à l'intérieur des groupes de pairs à l'adolescence, quand justement à l'adolescence, il y a un rappel à la norme très très important, une régulation normative très importante, on va y revenir. Et le troisième élément, on s'est demandé comment pour ces générations on construisait le coming out, c'est-à-dire la révélation de soi auprès de l'entourage, auprès familial, mais aussi auprès de l'entourage amical, professionnel, etc. Et dans une analyse croisée, genre, sexualité, classe sociale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà ou je peux maintenant vous faire la démonstration? On fera peut-être le débat après. D'accord. Alors, premier élément qu'on a analysé, c'est la question des sociabilités et des sociabilités à l'adolescence et les formes de socialisation à la sexualité. Alors, vous l'avez remarqué, à l'adolescence, qu'est-ce qui qualifie ces sociabilités? C'est qu'il y a une forte non-mixité des groupes. Le groupe des filles, le groupe des garçons, qui est très significatif à l'adolescence et qui va contribuer à la production de frontières territoriales, mais aussi physiques et symboliques entre les garçons et les filles. On ne se mélange pas. Pour autant, cette ségrégation sexuée, on pourrait dire, construit des modes de socialisation qui permettent l'intériorisation, voire même la théâtralisation des normes de séduction hétérosexuelle. Puisque ce qui régule ces groupes, c'est certes la non-mixité, mais c'est régulé par la séduction hétérosexuelle. On y apprend, au fond, comment draguer d'une manière hétérosexuelle. Et cette théâtralisation, cette formation à la séduction hétérosexuelle à travers ces groupes non mixtes ou dans ces groupes non mixtes repose sur quoi? Sur une nécessaire différenciation des genres. Et quand je dis nécessaire différenciation des genres, c'est pas seulement qu'il y a une différenciation. Après tout, une société ou des socialisations de différence, oui, mais c'est surtout que c'est une différenciation qui va construire des modes de hiérarchisation de genre qui s'intériorisent à cet âge-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les groupes de sexe ainsi construits vont devenir des lieux de confirmation et d'affirmation des normes de virilité ou des normes de féminité. En tout cas, la confirmation des différences ainsi essentialisées entre garçons et filles. Il n'y aurait pas 10 000 façons d'être garçon et fille, il n'y en aurait qu'une. En tout cas, elle s'apprend à l'intérieur de codes sociaux de classe et de genre par laquelle, au fond, il y aurait des règles uniques, univoques, par lesquelles tout le monde se reconnaît comme fille ou garçon. Donc, quand on a le sentiment de ne pas rendre compte de la norme ou un sentiment d'inadéquation à cette norme, comment fait-on? Donc, très clairement, dans les récits qu'on a recueillis, pour ces jeunes, on va dire lesbiennes et gays en devenir, il y a un sentiment qui apparaît assez vite d'inadéquation à la norme hétérosexuelle. Et comment cette inadéquation se révèle? Bien, par le sentiment, très tôt, de ne pas réagir comme garçon ou fille, ou de ne pas réagir de manière normative dans ces attendus de genre de garçon et fille. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que l'inadéquation de genre est une explication causaliste à la non-hétérosexualité, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que ce sentiment d'inadéquation est au fond un éclairage rétrospectif dans les récits pour dire « mais en fait, je savais que j'étais lesbienne parce que je n'étais pas une fille comme les autres ». Vous voyez la différence. De ce fait, occuper une position marginale à l'intérieur de ces groupes, va avoir des incidences sur des modes de socialisation qui vont se construire de manière différente pour ces jeunes lesbiennes et gays en devenir. Alors pour les garçons, pour les jeunes garçons, ce sentiment comme ça de décalage va amener à construire des liens plus proches avec des groupes de filles ou dans des groupes de filles. Ou en tout cas dans des groupes où il n'y a pas nécessité de confirmer une virilité majoritaire. Donc, il y a une espèce de double processus à l'œuvre. C'est à la fois, il n'y a pas forcément une identification comme gay
pour ces jeunes gays en devenir, mais le fait de ne pas être considéré comme un vrai garçon ou de souffrir de ces normes hégémoniques à l'intérieur des groupes de garçons. Par exemple, là, il y a un extrait d'entretien d'un garçon qui pratique la danse classique. Eh bien, pratiquer la danse classique à 15 ans, c'est pas si valorisé dans les groupes de garçons. Et aimer la danse classique à 15 ans, c'est pas non plus très valorisé. Pensez au film, je crois que c'était Tomboy, non pas Tomboy, qui était très bien. Billy Elliot. Oui, mais je pensais à un autre. Mais bon, oui, il y a celui-là aussi. Oui, mais c'est vrai. Bon, ben voilà, on voit bien comment ce jeune garçon, et c'est pas tant le fait qu'il soit hétérosexuel ou pas hétérosexuel, c'est il n'est pas conforme aux règles de genre attendues. Donc du coup, il y a le risque d'être perçu comme gay. C'est-à-dire de ne pas être un garçon comme les autres. Le risque par l'entourage, c'est, au fond, s'il n'est pas un garçon comme les autres, donc c'est qu'il est gay. Et donc le risque de cette stigmatisation pour un jeune adolescent, qui d'ailleurs et peut-être ne le sera pas, mais en tout cas ce décryptage hétéronormatif, eh bien, va amener à des modes de sociabilité dans des groupes, pour le coup, mixtes, qui ne sont pas valorisés à cet âge-là, mais dans lesquels ces jeunes garçons, en tout cas, décrivent des sociabilités beaucoup plus, en tout cas, moins menaçantes. Ensuite, eh bien, il est beaucoup plus aussi facile de se vivre comme garçon quand justement on n'est pas comme tous les autres garçons, dans un groupe uniquement composé de filles. Et pourquoi ? Parce que, un, ça permet d'échapper aux normes conventionnelles de la masculinité, et là je dis bien la masculinité, pas les masculinités, mais deux, et vous l'avez sans doute remarqué dans vos professions, et notamment dans toutes les professions du soin, de la santé, qui sont fortement féminisées. Alors ça dépend de l'échelle sociale, hein, du statut social, mais ce discours commun qui est de dire que dans les espaces féminisés, heureusement qu'il y a des garçons qui arrivent, parce que travailler entre femmes, qu'est-ce que c'est dur. Mais donc un garçon dans des espaces féminisés va avoir aussi une position beaucoup plus gratifiante. Ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose pour des filles qui arrivent dans des groupes masculinisés. On y viendra après. Voilà, donc c'est aussi du coup à l'adolescence occuper une position plus gratifiante à l'intérieur de ces groupes de filles. Vous voulez que je vous lise un extrait d'entretien ? Par exemple, il y a un garçon qui dit moi j'étais catalogué entre guillemets comme homo. Il ne le sait pas encore à l'époque, hein, mais vu que je faisais de la danse, un garçon qui commence la danse à 7 ans et qui en fait pendant 11 ans, c'est suspect quand même. Alors il dit ça avec une tonalité un peu ironique, mais enfin, un garçon qui n'aime pas le foot, qui n'aime pas se bagarrer, ça passe mal. Et alors, Gabriel lui dit, toi, tu te posais des questions ? Et il répond, non, les autres se les posaient pour moi. Et c'est ça le rapport norme hégémonique, norme minoritaire. Alors, il répond avec de l'ironie, et puis quand même 10 ans après, il y a aussi tout l'aspect rétrospectif, il dit, mais moi, il dit, non, les autres se les posaient pour moi, ça m'évitait du travail. Moi, j'allais vers les gens par instinct, vers les gens qui m'attiraient, qui me plaisaient, c'était des filles à l'époque, parce que j'en côtoyais plus, peut-être, enfin, je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas non plus, au moment de l'adolescence, absolument une stratégie construite et mise en place. Mais c'est intéressant, déjà dans cet extrait, on peut lire l'effet de la norme hégémonique, c'est-à-dire comment cette norme vient dire « vous êtes ici gay, vous êtes catalogué comme tel », avant même que la personne, d'ailleurs, n'arrive à avoir ce décryptage pour elle-même. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, c'est ça, si je comprends bien, il y a deux positions un peu différentes. Une première qui consiste à chercher à échapper à une stigmatisation, et puis d'être stigmatisé en tant que gay, alors même que la personne finalement n'en a pas conscience elle-même, et une autre qui serait juste échapper à la pression normative attendue. C'est ça. Et à la pression normative dans des groupes non mixtes, où il y a aussi potentiellement des risques de violence. Alors, toutefois, on va voir que cette sociabilité du coup genrée, qui va être un peu décalée, va se construire de manière différenciée entre lesbiennes et gays. Ce n'est pas les mêmes modes de sociabilité. Pourquoi ? Parce que la pression normative de genre, eh bien évidemment, n'a pas les mêmes effets dans les trajectoires gays et lesbiennes. On va voir que chez les jeunes lesbiennes, il y a une conscience d'une hiérarchisation des rapports sociaux de sexe qui pèse plus fortement que pour les jeunes gays. Alors,
ici, peut-être, c'est intéressant de faire un cadrage théorique. Quand j'emploie rapports sociaux de sexe, relations sociales de genre, ça ne veut pas dire la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cadrages théoriques là-dessus, mais quand je parle de relations sociales de genre, c'est au fond les relations interindividuelles. C'est ce qu'on fabrique en tant qu'individu. Voilà, ce qu'on essaie en tout cas de fabriquer. Voilà, on essaie de réfléchir à nos positions. Hein, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, ici. Voilà, donc c'est la capacité plus ou moins importante de ce qu'on appellerait de l'agency individuelle, du pouvoir d'agir individuel. Ce pouvoir d'agir, il est surdéterminé quand même. Donc ça, c'est au fond, en tant que sociologue, c'est là où on va analyser les transformations possibles, hein, puisque ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui bouge. Mais on ne peut pas analyser ces relations sociales de genre sans penser ou sans les articuler aux questions des rapports sociaux de genre. Rapport social de genre, ça renvoie, alors je vais dire sans doute un mot très désuet dans le contexte contemporain, mais quand même, j'ose, ça renvoie à un cadrage théorique plutôt marxiste, c'est-à-dire l'idée que le rapport social est contingent aux individus. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir toute la conscience que vous voulez de vouloir transgresser les codes de genre, etc. Si vous êtes précaire, dans un emploi précaire et dans un milieu professionnel où, par exemple, bien de dire ou de penser que vous êtes lesbienne, ça a un effet sur votre intégration professionnelle, vous n'allez pas le dire. Donc le rapport social de classe et contingent aux individus, surdétermine les pratiques des individus. Donc il s'agit en tant que sociologue d'analyser tout le temps le lien entre rapport social et relations sociales. Et autre élément, il y a l'idée aussi que pour penser les transformations collectives, enfin sociales, certes en tant qu'individu on peut fabriquer des choses, mais ça ne va pas pour autant participer d'une transformation collective. Ce qui peut œuvrer d'une transformation collective, c'est le rapport social collectif. Donc les jeunes lesbiennes, elles ont conscience d'une manière beaucoup plus aiguë que les jeunes gays du rapport social de genre, c'est-à-dire par exemple, l'injonction à la sexualité reproductive qui ne pèse pas de la même manière pour les filles et les garçons. Hein, on parle d'éducation, on va éduquer les jeunes filles à la contraception, et pourquoi on n'éduque pas les jeunes garçons à la contraception ? Comme si, au fond, c'était l'histoire des jeunes femmes. Donc, elles ont cette conscience très aiguë. Et donc, de surcroît, quand elles sont des lesbiennes en devenir, ou en tout cas quand elles sont en décalage par rapport à la norme, ce rapport social va peser davantage sur les parcours que sur les jeunes gays. Mais on va le voir de manière donc très différenciée. Alors, on va voir que si les jeunes hommes mettent en avant l'idée d'une perte d'une position privilégiée en tant qu'hommes quand ils ne respectent pas les attendus de genre, les jeunes femmes, elles vivent une autre expérience qui n'est pas la perte du bénéfice d'une place, mais elles font l'expérience des rapports de domination. Ce qui, quand même, du coup, construit des trajectoires un peu différentes. Et du coup, avec des modes de sociabilité aussi qui vont varier, et après je vais vous donner plein d'exemples, il ne faut pas s'affoler, qui vont varier selon les lieux de résidence et selon les classes sociales. Alors, à la différence des jeunes gays, les jeunes lesbiennes, elles ne font pas l'expérience, ou très rarement en tout cas, de la question de la sanction de la preuve de l'homosexualité. Pour des jeunes femmes dont on pensait que ce sont des garçons manqués, la fameuse expression « garçons manqués », ça ne va pas pour autant signifier qu'elles sont lesbiennes. Alors que pour les jeunes gays, d'ailleurs on ne dit pas « filles manquées » ou « filles réussies », je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne renvoie pas forcément au fait... Enfin, pour les jeunes, pour les jeunes garçons, la transgression de genre renvoie forcément à un statut gay. Donc là, on voit bien la différence, et elle est intéressante à observer. Pourquoi il y a cette différence ? C'est que là, on en vient aussi à un rapport social de sexualité, c'est qu'il y a un impensé toujours permanent du lesbianisme comme une catégorie en soi. Faites un essai, j'ai travaillé aussi, moi, sur la question des espaces numériques et des sociabilités lesbiennes. Allez sur Google, tapez le mot lesbienne et tapez le mot gay. Quand vous tapez le mot lesbienne, vous allez vous retrouver avec, tout de suite, d'entrée, les premières pages, un ensemble de référencements de sites pornographiques produits par des hommes hétérosexuels. Et les associations, quand elles existent, elles sont référencées au bout de la 3e page. Par contre, si vous tapez le terme gay, vous allez être renvoyé au site
associatifs, à la santé sexuelle, aux questions IST. Bon, je peux vous assurer que pour vous construire, c'est un peu différent. Donc, cette impensée du lesbianisme ou ce fantasme du lesbianisme qui n'échapperait pas à l'hétérosexualité, du coup, construit aussi cette invisibilité et qui va avoir évidemment des effets sur les trajectoires. Alors, pour les jeunes lesbiennes qui ne s'éprouvent pas toujours dans les féminités consacrées, eh bien, on va voir qu'un mouvement assez commun que pour les jeunes garçons, c'est-à-dire qu'elles vont se sociabiliser dans des groupes de garçons, de jeunes garçons, qui souvent est connu depuis l'enfance. Et alors ça, ce phénomène, on l'a beaucoup observé pour les jeunes lesbiennes qui vivent dans les communautés rurales ou dans les quartiers plus populaires. Alors, ce qui s'explique sociologiquement, c'est que dans ces communautés, il y a beaucoup plus de vie dans l'espace public que dans le 16e arrondissement. C'est-à-dire que dans les classes sup, en général, l'espace de sociabilité est plutôt dans l'ordre du privé et non pas dans l'espace public, alors que dans les classes populaires ou dans les zones rurales, l'espace public est un espace de sociabilité. Donc, la bande des garçons, dans laquelle ces jeunes lesbiennes peuvent, au fond, trouver des lieux aussi de sociabilité, va plus émerger dans ces milieux sociaux. Donc, il y a, pour ces jeunes lesbiennes, une identification très forte au code de la masculinité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles veulent devenir des hommes, mais qu'elles comprennent aussi les bénéfices de ces codes. Le fait que, au fond, adopter des codes de masculinité, c'est perçu aussi comme un geste d'émancipation. Ne pas rentrer dans les codes de féminité, ça construit des corps qui sont moins entravés, un usage justement de l'espace public, un usage langagier qui est perçu comme une manière d'échapper à ces normes injonctives et donc du coup aussi de bénéficier d'une sociabilité qui va être moins rigidifiée du côté de la norme de la différenciation sexuelle. Mais il faut faire attention, c'est que cette sociabilité, elle est quand même contenue dans des règles, les règles de l'anonymat, les règles de l'invisibilité lesbienne. C'est-à-dire que pour y rester, il faut se taire sur soi. Autrement, évidemment, il y a le risque de violence sexuelle, d'où le fait de l'expérience sociale de la domination. Je vais vous donner l'exemple d'un extrait d'entretien. Donc, ça veut dire aussi une sociabilité qui d'emblée va se construire dans une autocensure, ce qui n'est pas le cas pour les jeunes garçons dans les groupes mixtes, ou au contraire, même une sexualité gay peut être valorisée puisqu'elle n'est pas menaçante sur le plan de l'équilibre des rapports entre filles. Alors, par exemple, je vous donne un extrait d'entretien. Une qui dit « Dans la cité, je vis avec ma bande de potes. Depuis que j'ai 20 ans, il y en a certains qui sont au courant, parlant de son lesbianisme. Avec eux, il n'y a pas de souci, ils sont ouverts. Mais je sais qu'il y a certaines personnes de mon entourage, pas vraiment des potes, des connaissances, à qui je ne pourrai jamais le dire. Quand j'entends leurs réflexions, je sais que je ne leur dirai jamais que je suis homo. » Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est l'usage de l'insulte ou l'usage des propos. Si vous entendez dans votre entourage « Ah, c'est sale gouine, sale pédé » ou je ne sais quoi, forcément, pour pouvoir se dire ou se nommer, ça ne facilite pas non plus les choses. Donc elle dit « J'aurais trop peur de me faire insulter, de subir des agressions, et puis même que ça se sache partout dans mon quartier. » Alors il y a l'idée aussi de la rumeur, c'est-à-dire, alors dans toute communauté ça fonctionne, moi qui travaille beaucoup sur le monde carcéral maintenant, la rumeur c'est quelque chose, voilà, mais ça fonctionne partout, ça n'échappe à aucune communauté, mais la rumeur, elle a quoi comme fonction? Elle a une fonction de régulation sociale. Elle a une fonction de maintenir un ordre social ici de genre et de sexualité qui fait que, au fond, quand on est dans une position minoritaire, on se tient droit. Donc on se tient dans la règle. Et donc on se tait sur soi. Après, ça s'étend aussi dans le milieu professionnel. Je vous donnerai les références d'articles que vous pourrez consulter par la suite, mais dans le monde professionnel, et c'est ça aussi qui caractérise les trajectoires dites minoritaires, c'est que c'est un jeu permanent, quels que soient d'ailleurs les statuts sociaux. Il n'y a pas très longtemps, je parlais à une amie qui est dans une grosse société dont on ne citera pas le nom, qui est à la direction, qui travaille aux ressources humaines, et bien qui
par exemple, ne veut pas se marier avec sa compagne parce qu'elle dit, autrement, je vais avoir des risques avec mes collègues, je vais avoir Donc, on voit bien qu'au-delà des politiques d'égalité, hein, enfin, des politiques d'égalité via le couple, d'ailleurs, on peut aussi discuter de tout ça, mais en tout cas, être dans une position minoritaire, ça veut dire que tout au long de la trajectoire de vie, imaginez-vous, même après, à la maison de retraite, vous avez vécu toute votre vie hors de l'hétérosexualité et vous vous retrouvez dans une maison de retraite où tout est régulé par... voilà, on peut l'étendre aussi. Et très hétéronormé. Voilà, ça se réfléchit tout ça. Donc, c'est aussi toutes ces séquences professionnelles. Qu'est-ce qu'on dit pas sur soi? Qu'est-ce qu'on montre comme signe? Qu'est-ce que c'est que les signes de la position minoritaire dans une société hétérosexuelle? Qu'est-ce qui vient de dire cette personne est lesbienne ou gay? Enfin, voilà. Donc, ça... Au fond, c'est un enjeu et un coût social permanent qui demande une évaluation permanente. Voilà, la fameuse pause café le lundi matin où tout le monde se réunit. Ah ben ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? J'étais avec mon mari, machin, tout ça, etc. Eh ben, la personne ne sait pas son registre. Qu'est-ce qu'elle va dire selon aussi le milieu social et le statut social où elle se trouve? Donc cette culture du secret, elle s'intériorise très vite, très tôt. Au fond, pour les jeunes lesbiennes, elle va devenir vraiment très très forte, alors certes selon la position sociale, mais aussi dans une expérience assez jeune et une conscience assez jeune de vivre dans un système hétérosexiste dominant. C'est quoi hétérosexisme? Qu'est-ce que ça veut dire ce concept d'hétérosexisme, hein? Dans hétérosexisme, il y a hétérosexuel. Enfin non, il y a hétéro et sexisme, donc c'est pas la même chose que hétéronormatif. Hétéronormatif qui renvoie plus aux régulations de normes de genre. Hétérosexiste, c'est l'idée on vit dans un système où certes il y a une hiérarchie des sexualités qui laisse à penser que la sexualité de référence est l'hétérosexualité, mais pas que. Cette hétérosexualité elle repose sur une hiérarchisation des rapports sociosexuels. Donc, pour ces jeunes filles, elles vont mettre à distance les groupes des filles. Pourquoi? Alors, soit elles s'isolent, notamment dans les classes sup ou dans les classes moyennes où il y a moins cet usage de l'espace public, soit avant avec les groupes de filles. Pourquoi? Parce que dans ces groupes de filles à l'adolescence, de quoi ça parle? Ça parle de ce mec merveilleux, du comédien qui est formidable, du chanteur de rock, je ne sais quoi. En tout cas, ça parle du désir hétérosexuel qui est en train de s'apprendre, de cette nécessité aussi au passage à la première fois. Et donc, quand l'énonciation du désir pour une personne du même sexe pourrait discréditer éventuellement la position à l'intérieur du groupe. Donc, ça produit de l'isolement. Et l'appartenance à des groupes de jeunes garçons pour celles qui s'y trouvent, leur permet de se sentir protégées. Par quoi? Par l'instauration d'une sociabilité fraternelle. Et alors ça, c'est très récurrent, notamment pour les jeunes lesbiennes des milieux populaires. Il y a l'élection d'un frère électif qui fait figure de protection. Et l'intronisation dans ces groupes, du coup aussi, permet de répondre à la norme collective, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous donner un extrait d'entretien pour cela. Parce que l'entrée dans la sexualité, là aussi, qu'est-ce qu'on attend? L'entrée de la sexualité, on ne dit pas, vous avez la possibilité, vous pouvez être avec une femme, un homme. C'est pas vraiment comme ça qu'on apprend la question du désir à l'adolescence. Donc ce passage obligé à l'hétérosexualité, il est toujours persistant, quelles que soient les générations. Les générations que j'ai analysées dans Se dire lesbienne, qui est publié chez Payot, qui avait 40-50 ans au moment où j'avais fait mes entretiens, elles racontent les mêmes choses que les jeunes d'aujourd'hui de 17 à 35 ans. Il y a un passage obligé à l'hétérosexualité. Et donc, être dans des groupes de jeunes garçons, ça peut permettre aussi, vous allez voir, une entrée dans la sexualité qui va permettre de répondre à la norme collective, mais de manière parfois un peu dérivée. Je vous lis l'extrait. Elle dit « C'était vers 18 ans. Je traînais dans une bande de copains. » C'est trop long ? Non. C'est en fait pour la suivre. Alors, c'est en fait pour la suivre. En fait, elle parle de sa première partenaire. Femme, donc. Elle dit, c'était en fait pour la suivre, je suis sortie avec un des garçons de la bande qui me plaisait moyennement, je me savais plus orientée bisexuelle. On discutera aussi après de cet usage d'ailleurs nominatif. Donc je me sentais plus orientée bisexuelle vers les femmes que vers les hommes. On a flirté.
Après, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais quand on est passé à l'acte, c'était chez lui, donc un garçon de la bande, chez ses parents, et c'était très douloureux. Mais elle dit ça avec le sourire au moment où elle raconte. Je n'étais pas du tout amoureuse pour commencer, donc il n'y avait pas d'amour, mais il fallait que je fasse comme les copines. Alors ça, c'est très fort dans les trajectoires lesbiennes, et c'est moins fort dans les trajectoires gays, où l'on constate ce qu'on appelle ici la contrainte à l'hétérosexualité. Elle pèse moins fort pour les gays que pour les lesbiennes. Et d'ailleurs, on le voit après dans les parcours. Dans Se dire lesbienne, j'avais montré qu'il y avait une typologie de parcours, des parcours que j'avais qualifiés de progressifs, simultanés et exclusifs. Le parcours exclusif, c'était le cas des lesbiennes qui n'avaient jamais eu de relations sexuelles avec des hommes. C'est le parcours le plus minoritaire. Donc on l'explique par cette contrainte à l'hétérosexualité. Le parcours simultané, c'est en début de parcours où il y a des relations avec des femmes et des hommes. Alors là aussi, c'est ce que Sedgwick appelle le privilège épistémologique de l'hétérosexualité, c'est-à-dire que, en gros, pour bien confirmer le désir lesbien, il y a la nécessité d'avoir un désir, en tout cas un passage à l'acte hétérosexuel pour dire je suis bien lesbienne. Vous verrez rarement le contraire. Rarement quand même des personnes hétérosexuelles qui vont aller coucher avec des partenaires de même sexe pour dire je suis bien hétéro. Et en fait, mais c'est moins fréquent quand même. Bien sûr, il y a toujours des singularités, mais c'est moins fréquent. C'est la clinicienne qui parle. Voilà. On est dans le singulier. C'est ça. Alors que chez les sociologues, on va plus aller voir ce qui se passe du côté de la régularité des normes. Voilà. Et les parcours progressifs, qui sont les parcours les plus majoritaires, est toujours le cas dans les trajectoires des jeunes lesbiennes, c'est-à-dire des parcours où ça peut durer 5, 6, 10 ans, etc., où il y a même des conjugalités partagées hétérosexuelles, hein, et où, au fond, le lesbianisme va se construire de manière plus lente dans le parcours. Donc ça, on le voit, c'est toujours présent, alors que chez les jeunes gays, on n'a pas cette typologie de parcours. C'est-à-dire que plus rapidement, il y a des parcours exclusifs ou simultanés. Mais en tout cas, il n'y a pas cette durée des parcours progressifs que l'on peut constater chez les jeunes lesbiennes. Alors, du coup, l'initiation à la sexualité par justement la première relation hétérosexuelle, en tout cas rétrospectivement dans le récit, elle est généralement peu souhaitée. Et en tout cas, elle est souvent envisagée pour répondre à la norme sexuelle dominante. Alors, et donc les lesbiennes s'y sentent plus souvent astreintes que les jeunes gays. Alors, deuxième élément, donc là on a vu un peu comment fonctionnaient ces sociabilités. Deuxième élément, comment du coup, eh bien, ce conflit de genre, on va l'appeler comme ça, hein, accentue le sentiment de marge. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, évidemment, il faut non plus ne pas penser que toutes les lesbiennes seraient dans des mises en scène de soi de genre qui relèveraient toutes des masculinités. Hein, il y a des registres d'occupation des positions de genre chez les lesbiennes, comme il y a des registres aussi de positions de genre chez les gays, hein, adultes par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui structure le vécu de ces jeunes gays et lesbiennes, c'est le fait que, pour les jeunes gays, le pouvoir de l'insulte, ce qu'a très bien montré Didier Ribon, façonne ces trajectoires, alors que chez les lesbiennes, le pouvoir de l'insulte est moins fort puisque c'est invisible, mais le pouvoir de la disqualification va façonner de manière plus importante les trajectoires. Je m'en explique. Alors, comment ça se manifeste ? Dans les trajectoires gays, vous avez, et dans le langage courant, et même tout à l'heure, si vous prenez la voiture, vous pouvez l'entendre, enfin, PD, enculé, voilà, ça fait partie. Je pourrais faire tout un florilège d'insultes, mais on ne va pas faire le catalogue ici, mais il y a tout un de registres langagiers qui fait partie, au fond, d'une banalité, non pas du mal à la Hannah Arendt, mais d'une banalité de stigmatisation de genre qui fait partie du registre des relations sociales. Et si vous le faites remarquer, on peut vous dire « ouais, mais bon, c'est rien, c'est... » voilà. Ben non, c'est pas rien. Imaginez bien que ça façonne les imaginaires. Et qu'en fait, ces insultes, elles ne renvoient pas au registre d'identité sexuelle. Ce n'est pas l'identité gay qui est renvoyée par l'insulte. C'est la question des positions de genre et de sexualité. Enculé, ça renvoie à un registre actif-passif. Celui qui va désigner l'autre d'enculé, il le renvoie à un registre passif de sexualité et donc à une position d'efféminement inacceptable. C'est ça qui est renvoyé.
c'est pas... Si on met le féminin du côté du passif. Bien sûr. Loin de moi, d'ailleurs, de penser de manière très naturaliste cette question-là. Mais dans le langage courant, malheureusement, il y a des failles naturalistes qui se répètent de manière permanente. Bon. Mais donc, en fait, ce qui est sanctionné, c'est pas tant d'être gay, c'est d'avoir cette position insupportable de l'efféminement. Qui d'ailleurs va se répercuter par la suite, c'est-à-dire que dans les communautés gays, la figure de la folle, dont on a vu les expressions culturelles dans un film qui a fait grand bruit dans les années 70, La cage aux folles par exemple, mais ces figures de travestissement ou de la folle est une figure encore stigmatisante. Donc il y a toute une valorisation des figures plutôt viriles. Donc, en tout cas, ça renvoie à une hiérarchisation du genre qui structurent les identités et qui vont tracer, au fond, là aussi, des frontières entre ce qui est acceptable et inacceptable. Donc ça façonne les trajectoires gays. Alors vous me direz, mais l'avantage, c'est quand même, au moins, il y a de quoi se confronter. C'est en négatif, mais au moins, il y a de quoi se référer. PD, c'est dans le langage courant. Bon. Chez les jeunes lesbiennes, eh bien... non, par contre, chez les jeunes gays, non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va aussi... l'injure va aussi procéder d'une intériorisation, d'une légitimation d'un type de masculinité, qui va délégitimer les autres masculinités d'ailleurs. Et je vous renvoie pour cela à un excellent livre de Connell sur l'hégémonie de la masculinité, qui est un livre que j'aime beaucoup. En tout cas, toutes les masculinités non conformes à la norme sont ainsi désignées, que l'on soit gay ou pas. Pour les lesbiennes et les jeunes lesbiennes, le rappel à l'ordre de genre, il ne va pas fonctionner. On entend moins salguine, ça existe, mais on l'entend moins dans le langage courant. Et on entend moins. Alors après, c'est pétasse, c'est tout un tas de registres. À un moment donné, j'avais fait des comme ça, des... Mais c'est encore autre chose, voilà, c'est ça. Ça ne renvoie pas au même registre, c'est ça. Et en fait, il y a une surcharge, au contraire, d'hétérosexualité dans les insultes. Dans des positions pas toujours très agréables pour les femmes, mais en tout cas, c'est un registre de l'hétérosexualité assez important. Mais du coup, parce que par exemple, la référence à garçon manqué, c'est pas une insulte. Enfin, en tout cas, c'est pas perçu comme une insulte. Enculé, ça l'est clairement. Bon. Mais du coup, l'insulte, on le voit bien, renvoie à un hors du genre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les femmes. Là, je dis bien femmes et pas lesbiennes d'ailleurs. C'est que les insultes renvoient au contraire à un maintien dans l'ordre du genre. Sale pute dans la rue, ça désigne pas les prostituées. Ça désigne justement un hors-champ de la sexualité, dans une binarité pour les femmes où de toute façon il n'y a pas, c'est assez restreint l'émancipation pour les femmes. Bon, du coup, chez les jeunes, on va dire femmes et hommes, je ne sais plus comment appeler, mais enfin, ou en devenir lesbien, la question de l'anticipation du stigmate, elle va se construire de manière différente. Mais elle est complètement en tout cas, elle construit des trajectoires où la contrainte au rapport social est toujours présente. Alors, autre élément, je vais vous donner un exemple. Voilà. Donc ça, c'est Zoé. Alors, parce que dans ce que j'ai remarqué aussi dans les trajectoires des jeunes lesbiennes, là, il y a une différence générationnelle qui est liée aussi aux productions culturelles. Vous avez vu quand même, en 20 ans, dans les productions culturelles, médiatiques, les séries télévisées, on voit apparaître des gays. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une collègue, Stéphanie Arc, sur la série Plus belle la vie. Vous connaissez Plus belle la vie? C'est 5 millions de visites par jour, c'est énorme comme truc. C'est une série populaire, mais qui vraiment et qui s'empare des sujets de société, qui fait œuvre de pédagogie. Bon. Dans cette série, on a décrypté depuis le début de la série, depuis 2004, on a écrit l'article en 2015, donc voilà, quand même pendant 10 ans, on a décrypté le maintien ou pas des personnages gays et lesbiens. Qu'est-ce qui se passe dans cette série? Alors dans cette série, il y a un couple de gays qui est maintenant là depuis des années, qui est installé, qui a même adopté 2 enfants, ils se sont mariés. Bon, voilà. Et en termes de régulation des normes et du coup de légitimité, ça construit des choses. Les lesbiennes, c'est pas du tout la même histoire. Alors, il y a eu trois séquences de présence de lesbiennes. Il y en a une, au tout début de la série, c'était une jeune lesbienne qui, elle, avait vécu des violences sexuelles, des viols, etc. Donc, elle était très agressive. Donc, le lesbianisme était là par défaut. Bon.
Deuxième temps, on a vu apparaître, alors qui est d'ailleurs un personnage qui est toujours dans la série, une femme qui a toutes les caractéristiques de la féminité hétérosexuelle, en tout cas dans ses canons les plus attendus. Donc elle est mince, alors elle est de classe sup, ce qui compte beaucoup, elle est blonde, etc. Alors elle est présentée comme bisexuelle, mais en fait elle va devenir hétérosexuelle. Et alors à un moment donné, elle a une histoire avec une lesbienne, alors elle qui est lesbienne, qui est autodéfinie comme telle, catégorisée comme telle, etc., qui est de classe populaire, qui travaille dans un chantier. Alors elle n'est pas butch non plus, c'est-à-dire quand même, elle ne performe pas une masculinité, mais elle est dans une norme androgyne qui est quand même assez énorme pour cette série populaire. Mais voilà, et elle occupe une position de chef de chantier, fille de poissonnier, et il n'y a pas de mère, il n'y a que le père. Enfin, on peut faire toute une lecture. Et alors là, ce couple ne va pas durer. Évidemment, pourquoi ? C'est parce que d'abord, il y a des intérêts de classe qui s'opposent. C'est-à-dire que classe populaire et classe sup, ça ne peut pas marcher ensemble. Forcément, les classes populaires vont prendre le patrimoine des classes sup. C'est aussi pour ça qu'on a inventé le mariage, d'ailleurs, pour préserver les patrimoines. Mais donc, ça ne marche pas. Et elles vont vouloir un enfant. Et évidemment, alors là, ça ne peut pas marcher, parce qu'alors en plus, il y a un danger en termes de classe sociale. Là, il y a une question autour de la filiation qui ne pouvait pas fonctionner. Donc ce couple disparaît, la lesbienne auto-identifiée comme telle disparaît de la série à tout jamais. Par contre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui renvoie à cette figure très hétérosexuelle, cette blonde, allons-y, elle reste, et elle est maintenant dans une permanence hétéro. Troisième séquence, c'était donc il y a 2 ans quand on a écrit l'article. Alors là, c'était quand même beaucoup mieux. Il y a eu un progrès. Donc c'était au moment des manifs pour tous, etc. Ce couple gay se marie. Et là, on a 2 jeunes qui, en fait, se découvrent lesbiennes. Donc c'était pas mal fait sur, voilà, à quoi elles font, quels sont leurs obstacles. Et alors, pour l'une d'entre elles, l'espace pour pouvoir se parler, se dire, se raconter, c'est l'ami PD du quartier qui est donc marié, qui est là tout le temps. Voilà, alors là, ça marche. Et donc c'est grâce à lui qu'elle va pouvoir se construire. Mais elle disparaît de la série. Et donc, celle qui reste, elle est devenue totalement asexuée. Elle ne vit plus rien, on ne sait pas du tout. Bon, voilà, donc c'est intéressant de voir comment dans l'espace culturel, là aussi, ça participe de cette disqualification dans les procédés d'affirmation. Et donc, pour les jeunes lesbiennes, c'est plus... Voilà, la question de la représentativité culturelle, elle est encore quand même défaillante. Et le changement générationnel que j'ai perçu, c'est que pour certaines d'entre elles, du coup, il y a la question du processus de transformation via la question transgenre qui peut, en tout cas, s'énoncer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça va jusqu'au bout, mais qui peut s'énoncer quand justement apparaît ce sentiment d'inadéquation à la norme, alors que ça n'était pas dans les récits des générations précédentes, cet élément n'apparaissait pas. Alors on peut l'expliquer. Alors ça, c'est d'ailleurs présent surtout dans les lesbiennes issues des mondes militants. Alors par aussi la diffusion des théorisations queer, par la question, non pas que c'est pas négatif du tout, mais en tout cas par l'idée d'une critique des plasticités de genre et au contraire et d'un refus des catégories, mais en tout cas du coup d'un savoir critique qui est un peu différent de celui des années 90. Alors je vous donne l'exemple de Zoé. Alors elle vient d'un milieu très classe sup parisien. Les parents sont de profession libérale, mais un milieu classe sup, mais à haut capital culturel, de gauche, puisqu'il y a toute une formation politique des parents qui étaient au Parti communiste, puis après qui ont été au NPA, nouveau parti anticapitaliste. Voilà. Donc il y a tout un capital critique quand même. Et alors elle dit... c'est vrai que je me suis posé des questions sur les processus de transformation. Donc elle aussi, elle fait un parcours d'ailleurs, à l'époque, elle faisait des études supérieures en tout cas. Depuis l'âge de 16 ans, je me demandais comment ça pourrait être vécu d'être dans un processus de transformation. Mais je n'ai pas envie d'un processus de transformation totale parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est m'assigner moi-même dans une identité masculine, de rester identique face à moi, avec peut-être un changement de prénom. Ça, j'y réfléchis toujours, parce que je n'ai pas envie d'avoir tous les attributs, d'aller jusqu'à la phalloplastie. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais la réassignation volontaire, oui, je ne suis pas prête à assumer le regard des gens sur ces questions-là. Déjà, j'ai réussi à assumer le côté lesbien.
je ne suis pas sûre d'assumer le regard des gens par un changement de prénom, par exemple m'appeler Paul au lieu de m'appeler Zoé. Oui, effectivement, je suis habillée comme un mec, mais ce n'est pas pour autant que j'en suis un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare aussi avec les trajectoires des générations, 80, 70, 80, même 90, mais dans les années 80, il y a eu tout un débat dans la culture lesbienne sur les questions butch fame. Butch fame, ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? Alors, il faut lire Se dire lesbienne. Vous avez un glossaire qui explique tout ça. Mais en tout cas, butch fame, donc butch, c'est le fait de se revendiquer dans et fame aussi d'ailleurs, mais différemment, mais dans une mise à distance critique justement des catégories de genre. C'est-à-dire, ça peut être se mettre en scène, mais s'habiller dans des registres de masculinité, mais c'est pas pour autant, et même c'est pas du tout dire je suis un garçon, je voudrais ressembler à un garçon. C'est au contraire mettre à distance et la norme hétérosexuelle et s'approprier justement des normes de genre comme lieu d'émancipation et qui passe par cette mise à distance critique. Mais ça passe pas du tout par le fait de dire je voudrais être un garçon ou une fille. Et fame, pareil, F-E-M, c'est le fait de s'identifier comme lesbienne et en usant de traits ou de mise en scène de ce qui serait des registres des féminités, mais qui ne s'adressent pas à l'hétérosexualité. C'est-à-dire qui ne rentrent pas dans une codification de la séduction hétérosexuelle. Est-ce que c'est clair ? En faisant une tentative de résumer très bref. Oui, c'est ça. Reste 10 minutes. 10 minutes. Bon, Butch, c'est une lesbienne qui aurait une apparence masculine, même si elle ne revendique pas du tout un changement d'orientation, enfin de changement de genre. Les catégories politiques. Et puis, inversement, on pourrait avoir la lipstick, peut-être. C'est autre chose. Qui serait une lesbienne mais... très féminine. Alors, dans l'excès, peut-être. Ah non, ça, c'est pas... lipstick, c'est les lesbiennes à rouge à lèvres. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire à l'excès. D'accord. Voilà, dans une féminité revendiquée. Mais pas une féminité hétérosexuelle. D'accord. Non, mais voilà, après, c'est toute une culture aussi lesbienne. Oui, ce que vous êtes en train de mettre en évidence, quand même, me semble-t-il, là, c'est à la fois la question de l'image et de ce qu'on montre, de ce qu'on est dans son identité de femme et d'homme, et en parallèle, la sexualité agit telle qu'on a envie de l'agir. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça a une incidence sur les pratiques sexuelles. Oui, mais justement, c'est ça. Il me semble que là, c'est ça qui n'est pas très clair dans ce... Je crois que c'est de casser une représentation. En fait. C'est plutôt ça. C'est ne plus être identifié comme femme ou homme. Comme femme ou homme, voilà, à travers une apparence ou un comportement. Tout à fait, c'est ça. C'est dans la continuité des travaux. Alors une qui est très connue, c'est Monique Wittig, évidemment. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles... Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas des femmes sur le plan économique, politique, etc. C'est-à-dire comme toutes les autres femmes, elles subissent par exemple les inégalités salariales. Par contre, le fait de ne pas être dans une séduction hétérosexuelle et de ne pas avoir de rapport hétérosexuel, elles échappent à la catégorie femme. C'est ça. Bon, alors, s'il reste 10 minutes, je me dépêche. Donc, en tout cas, cette question des processus de transformation n'était pas aussi présente dans les récits des générations précédentes, où là, plutôt, la question de ces catégorisations butch-femme était plus discutée, alors que là, c'est plutôt la question, justement, de tout le langage sur la question transgenre, transidentité qui va être discuté. Donc, on voit qu'il y a un déplacement des univers. Et voilà. Alors, autre élément qui est important aussi, peut-être je vais aller vite là-dessus. Bon, sur classe sociale, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la question du coming out, ça me semble important. C'est-à-dire que, depuis, après les années 70, 80, 90, et notamment 90, autour de la période de l'épidémie SIDA, et aussi d'un renouvellement du monde militant, cette question du dévoilement de soi, et à l'entourage, et dans le monde familial, etc., est devenue presque un incontournable des trajectoires. C'est-à-dire s'assumer, d'ailleurs c'est toujours aux positions minoritaires de s'assumer, et pas à la norme, on pourrait réfléchir aussi, mais en tout cas, le se dire gay, se dire lesbienne, donc ce qu'on appelle la sortie du placard, est devenu comme si c'était d'abord une obligation, une évidence, et presque un espèce de modèle démocratique des sociétés contemporaines. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette enquête, c'est qu'on s'est aperçu que cette nécessité du dévoilement, d'abord, elle n'est pas la même selon les mondes sociaux, selon les classes sociales, et elle n'est pas forcément un lieu d'émancipation pour tout le monde.
Et d'ailleurs, si vous questionnez les générations 70-80, cette question du coming out, elle n'était pas du tout une étape obligatoire. Il n'y avait pas l'idée de absolument se dire à la famille, etc. Et là, en faisant une analyse un peu justement des classes sociales, eh bien, on s'aperçoit que c'est une injonction, au fond aussi normative, au fond de ce nouveau modèle démocratique des classes moyennes, où effectivement la question de se dire, elle est d'ailleurs beaucoup plus intégrée dans ces classes moyennes. Alors, classe moyenne, en sociologie, c'est une espèce de chose un peu grande, importante. Hein. Pour nous, les classes moyennes, c'est voilà, les classes sociales qui ont un niveau de salaire entre 2 000 et 4 000 euros. Donc, on a... Voilà. Mais après, à l'intérieur de ça, ça dépend aussi des propriétaires, pas propriétaires, mais des capitaux culturels. Donc, en gros, dans les classes moyennes, au capital culturel, voilà, il y a ce modèle libéral de dire, voilà, aujourd'hui, on intègre tout couple, mais c'est une manière, mais ça passe par le couple. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire je suis lesbienne ou je suis gay, ou de dire je suis en couple avec une femme ou un homme. Le couple, qui passe par le mariage, par exemple, au fond, c'est un modèle intégratif de la norme qui fait disparaître les catégories sexuelles. Alors que de dire « je suis lesbienne », c'est imposer une catégorie en soi qui s'oppose à la catégorie majoritaire. Alors que dire... Et c'est souvent par le couple, évidemment, que le se dire arrive. On le voit bien dans les trajectoires, c'est alors chez les lesbiennes, mais chez les gays pareil, c'est le moment où il y a un couple qui s'installe que ça permet de se dire, mais ça passe par le couple. Et c'est quand même pas la même chose que de dire je suis lesbienne ou gay. Et ce qui est très... Cette stratégie, au fond, d'affirmation politique sur le plan collectif ou individuel, elle a pris une telle dimension que toute indécision, ou en tout cas toute étape qui ne passerait pas par là, serait aussi stigmatisante. Et en fait, 2 minutes. Bon. Ok. On va passer au débat. D'accord. Mais juste pour vous dire, alors que d'abord, ce n'est pas une nécessité absolue, et que selon les classes sociales, alors, comme vous dites, voilà, l'extrait d'entretien le plus parlant, il est intéressant, et on terminera là-dessus, si vous voulez. Mais par exemple, donc, c'est une jeune lesbienne qui vit en banlieue parisienne, alors pas dans les banlieues des Hauts-de-Seine, hein, plutôt du côté de Sarcelles, et qui dit ma famille qui habite là-bas, donc elle parle de sa cité, ils ne sont pas au courant. Alors elle est antillaise. Ma mère habite aux Antilles, mon père est ici, mais en fait je ne vis pas avec mon père, je vis avec mon frère. Ma mère est au courant, mon frère et mon père sans doute beaucoup, on a de bons rapports, mais on ne se parle pas plus que ça. Je l'ai dit à ma mère parce que c'est la seule femme que j'aime. Alors, vous pourrez l'analyser après. J'étais donc obligée de lui dire, et je lui ai dit par mail, vu qu'on ne vit pas ensemble, c'est assez pratique. Il n'y a pas de regard. Au bout d'une semaine, elle m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça ne me gêne pas, mais depuis, on n'en parle plus. Je n'ai pas envie que ça se sache comme ça par les autres, parce que c'est ma vie. Ça ne regarde pas les gens de ma cité. Parce que je n'ai pas envie de me faire éclater la gueule, il faut le dire aussi. Pour moi, la cité, c'est la cité, donc d'un côté, et Paris, c'est 2 mondes en fait. Et alors, juste, c'est intéressant cet extrait, parce qu'au fond, elle ne le vit pas comme une contrainte. C'est un agencement des espaces qui lui permet de concilier ces mondes. Et dans cette conciliation du monde, elle a conscience de ces transgressions de règles. Mais elle est sujet entre ces 2 mondes. Voilà, donc c'est aussi pour relativiser cette espèce de chose, de modèle aussi dominant aujourd'hui autour de l'énonciation, la nécessité de se dire, etc. Donc je finis là-dessus. Comme ça. Merci beaucoup. Merci Natacha, merci Arnaud aussi. Tu veux peut-être engager déjà un peu le débat ou... Oui, enfin, je peux engager le débat. Voilà, moi, j'ai déjà des premières questions. En tout cas, déjà une remarque. Moi, je trouve ça très intéressant, le fait effectivement que cette injonction au coming out disparaisse. À la fois, d'ailleurs, on peut se demander si, sur le plan psychique, est-ce que finalement c'est nécessaire pour la bonne santé psychique, et à la fois pour la qualité d'existence, finalement, c'est ce que vous disiez. Alors, après, peut-être, vous voulez qu'on rebondisse tout de suite. Alors, je ne suis pas là non plus pour dire, attention, c'est pas nécessaire de se dire, c'est pas ça. Parce que... Mais la question, c'est que
la norme dominante, les groupes hétérosexuels n'ont pas nécessité de se dire. Il n'y a pas ce travail autour du se dire. Moi, j'ai dans mon premier, dans le bouquin de Se dire lesbienne, moi, en fait, la question de l'autonomination, par exemple, au tout début, je n'avais pas pensé travailler là-dessus. C'est les parcours qui m'ont permis de travailler là-dessus. Et l'analyse comparative entre les trajectoires hétérosexuelles et trajectoires lesbiennes, puisque c'est ça ce que j'ai fait au départ. Et où on voit bien que ça, quand même, ça occupe tout un temps du parcours, le comment se dire. Donc, c'est bien l'apanage de la position minoritaire et subalterne que de se poser cette question-là. Donc, évidemment que l'idéal d'une société, ce serait une société qui présente un pluralisme des sexualités, un pluralisme des possibles, où au fond, il n'y aurait pas nécessité de se dire, puisque ce pluralisme... Voilà, mais on n'y est pas du tout. Après, ce que je questionne, se dire... la question de se dire... vivre toute sa vie cachée aussi, c'est compliqué. Vivre toute sa vie dans des univers professionnels où on mime l'hétérosexualité, où voilà, c'est pas si simple non plus. Mais ce que je veux remettre en question, c'est aussi que, attention, c'est pas non plus la règle. Il n'y a pas que... Non, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule voie de l'émancipation. Là aussi, il y a plusieurs formes d'émancipation. C'est ça ce que je veux dire. Voilà. Et d'ailleurs, il peut y avoir une certaine forme de violence à vouloir se catégoriser aussi. Enfin, sur le plan clinique en tout cas. Moi, j'ai connu un jeune pour qui son parcours en psychiatrie, en analyse, l'avait amené à être plus reconnu par d'ailleurs le psychiatre que lui-même le vivre comme homosexuel, et qui avait fait une tentative de suicide juste après. Oui, mais est-ce que c'est violent la catégorie elle-même, ou est-ce que c'est violent le fait de se reconnaître dans une catégorie qui est elle-même une catégorie stigmatisante? C'est la question à se poser. Tout à fait. Mais par contre, dans les trajectoires, moi, ça m'a frappé aussi. Vous avez un rôle fondamental, les psychologues. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais ça, c'est sûr que avoir une approche analytique non classique, c'est quand même un enjeu de vos disciplines, parce que justement, sur ces questions-là, dans les trajectoires que j'ai recueillies, c'est évident que le passage à un moment donné en analyse permet aussi la capacité à se dire, à se reconnaître, qui peut être aussi libératrice. Une autre remarque, oui, alors je vais plutôt vous donner la parole, parce que j'aimerais bien effectivement la... passer le micro, voilà. Donc pour ceux qui veulent poser des questions. Bonsoir David. Bonsoir. À toi. Merci. Bonsoir David. Bonsoir. Alors je trouvais passionnant tout votre propos, et ça me faisait écho à des questions, je dirais, un peu foucaldiennes. Sur les modes de subjectivation, c'est ce qui me paraît vraiment au cœur de ce que vous décrivez. Les modes de subjectivation, à la fois d'un côté où il y a le croisement du niveau des relations sociales interindividuelles et des rapports sociaux, et on pourrait rajouter la dimension que Joël soulignait, qui est la dimension psychique finalement. Ce qui renvoie à la question d'un mode de subjectivation d'un sujet qui peut lui-même être divisé, coupé dans sa propre constitution. Et puis de l'autre côté, cette question de se dire, qui est justement, ça me fait aussi penser à ce que dit Foucault sur la technique de l'aveu comme dire la vérité sur soi. Donc effectivement, vous disiez, il y a une spécificité quand on est gay ou lesbienne du fait de se dire, de ce coming out, mais qu'on pourrait entendre aussi comme une déclinaison de ce que Foucault désigne comme cette technique de l'aveu depuis le 19e siècle, même à partir du 17e, reprise du Moyen-Âge, sur le fait d'avoir à se dire, parce que c'est la vérité, notre vérité est dans notre désir. Et donc, tous les psys, les sexologues, psychanalystes, les psychiatres, etc., incarnent toutes ces personnes qui sont là pour qu'on aille se dire. Du coup, ma question, c'était sur les modes d'émancipation dont vous avez parlé. Quels sont les divers modes d'émancipation possibles? Justement, chez Foucault, il dit c'est pas par le droit, en gros... parce qu'il écrit ça dans les années 70, dans La volonté de savoir, premier tome de l'histoire de la sexualité. C'est pas par le droit, puisque le droit finalement fait partie de l'institution.
Et du coup, il était allé aux États-Unis, justement. Il avait vu les mouvements queer, en tout cas, qui n'existaient pas encore sous cette appellation-là, mais enfin, où il voyait à Chicago, etc., ce qui était en train d'émerger là-bas sur des modes plus... où il s'était posé la question de comment on peut se faire sujet sans que ce soit un assujettissement, finalement. Alors, du coup, vous avez dit que voilà, il y avait différentes manières de faire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ces différentes manières de faire dans les années 70, 80, et puis aujourd'hui, la revendication de droits institutionnels? Alors, il y a 3 points à un moment dans ce que vous dites, la question des droits. Alors, sur la question de l'aveu, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, je trouve que ça questionne à la fois aussi les régimes de disciplinarisation, mais aussi, donc du coup, par disciplinarisation, les questions d'institutions et des codes, des régulations normatives, et du coup, de la condition de production du discours. En fait, dans le se dire, c'est ça. C'est-à-dire, dans quelles conditions peut-on produire un discours? Et la question, c'est que au-delà du droit, la norme hégémonique, elle n'a pas changé dans sa production du discours. Et elle laisse au fond peu de place aux minoritaires pour produire ce discours. On pourrait dire même que dans le contexte actuel, ce qui a changé, c'est que cette production du discours, elle permet moins le jeu que le nous, par le couple. Mais le jeu, au fond, il est plus difficile à énoncer. Et il est plus lieu d'exclusion, ce jeu. Et sans doute qu'effectivement, dans les zones... Enfin, en tout cas... on pourrait dire que en tout cas dans les mouvements politiques des années 70, ce qui était revendiqué, c'était plus ce jeu collectif que ce nous conjugal. Alors, c'est aussi analysé plus largement aux formes aussi de libéralisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi, à mon sens, un défaut de pluralisme démocratique. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'il y a une norme hégémonique du libéralisme qui laisse peu de place au pluralisme d'expression. On peut le voir ici en France, on peut le voir dans d'autres pays. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais à un colloque au Brésil, où quand même, par exemple, il y a un système de coup d'État actuel, voilà. Mais ailleurs, en Espagne, il y a des... Bon, on pourrait... Mais en tout cas, du coup, aujourd'hui, ça questionne justement la possibilité de construire un discours ou une production du discours qui ne relève plus de cette dimension normative du nous. Là, je n'ai pas de solution, mais en tout cas, ça pose cette question-là. Mais aussi, alors du coup, moi, ça me fait penser à un autre registre de questions, c'est qu'est-ce que c'est que l'intime ? Alors Foucault, effectivement, sur cette question de l'aveu lié à la sexualité. Mais vous voyez, le terrain sur lequel je suis, par exemple, actuellement, ce n'est pas la sexualité qui est l'intime. Alors pourquoi ? Parce que c'est très intéressant là-dessus. Qu'est-ce qui régule ces espaces ? Ce sont des espaces non mixtes, où justement tout rapport hétérosexuel doit être interdit. Et s'il y a hétérosexualité des rapports, il y a une sanction, qui pèse plus pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Et du coup, bon, c'est une autre régulation de la sexualité, mais l'intime, ça va être la nature du délit. Donc il y a exactement ce que j'ai pu voir, moi, dans les trajectoires lesbiennes, dans dire ou pas dire, mais c'est le délit. Donc ça construit des subjectivités différentes et qui, sans doute, vont se renégocier après autrement à la sortie. Donc c'est aussi, selon le lieu où l'on se trouve, il n'y a pas un lieu de production du discours. Et selon le lieu où on se trouve, il va y avoir une renégociation de cet intime et de l'aveu. Et sur ces trajectoires gays lesbiennes, c'est selon, si vous êtes dans une communauté lesbienne reconnue, il va y avoir une production différente dans la structuration de l'aveu qui va être différente que dans un milieu professionnel hétérosexuel. Donc on ne peut pas avoir du coup une réponse univoque dans cette production du discours. Donc sur sujet assujettissement et droit, moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte, c'est très bien quand même qu'il y ait une avancée du droit, parce que malgré tout, ça bouscule. On n'aurait pas eu autant de monde dans la rue quand même, alors qu'on a...
chacun ses croyances, c'est pas la question, mais en tout cas, il y a une perte chez les catholiques de fidèles, et pour autant, il y a eu une massification de personnes dans la rue, de gens qui étaient quand même peu habitués à faire des manifestations de rue aussi. Donc on a bien vu comment cette réaction s'arc-boutait aussi sur un ordre à préserver, dans laquelle d'ailleurs d'autres figures ont été mobilisées. Hein, il y a eu la figure du juif qui a été mobilisée, ou de la juive, j'ai travaillé aussi là-dessus, mais la figure arabe qui a été mobilisée différemment. Donc on a des récits nationaux différents. Mais ce droit qui a quand même été bouleversé par le mariage, il a rejoué les cartes justement de la norme hégémonique de l'hétérosexuel dans le droit. Là-dessus, c'est intéressant. Et de la question aussi du coup, des termes associés au régime d'union reconnue par le mariage. Après, c'est sur la question de la filiation aujourd'hui que ça se discute, et sur les droits reproductifs, parce que ça vient taper aussi sur une autre logique du récit national. Et du coup, qui est-ce qu'on intègre dans le récit national? Ce récit national qui lui-même s'est construit sur des formes d'exclusion. 1789, la Révolution française, la Constitution de la République, elle n'a pas intégré les femmes. Il faut attendre à minima 1944 pour l'obtention du droit de vote, et encore, elles n'avaient pas les mêmes droits. Donc, c'est quand même un récit qui s'est construit sur ces formes d'exclusion et qui, aujourd'hui, eh bien, quand même, est entamé là-dessus. Donc, à ce titre-là, je trouve ça intéressant. Après, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne recrée pas d'autres formes d'assujettissement, mais donc de réinvention de sujets aussi. Oui. Question là-bas? Non? Merci pour ce rappel sociologique et historique, en effet. Mais il existe une constellation, vous en avez parlé brièvement, d'autodéfinition, qui en effet, de plus en plus actuellement, se dissocie des pratiques. Par exemple, une femme peut se dire homosexuelle et avoir des pratiques hétérosexuelles, et puis une femme hétérosexuelle peut se dire, peut avoir des pratiques homosexuelles. Et c'est pour ça que la sexologie a beaucoup évolué, je trouve. Moi, je m'y implique depuis 2011, et puis cette année aussi, au congrès de sexologie, aux Assises, et dans la revue Sexualité humaine, il y a aussi Coraline Delabarre qui a présenté un travail qui s'appelle Les femmes, sexualité femmes, les FSF, suite en 2016 au rapport VIH sur les HSH, les hommes, sexualité, hommes. Donc, en effet, on se rend compte que la santé publique et puis la clinique que nous avons montre que cette espèce de constellation de sexualités diverses englobe un maximum de personnes. Il y a un de vos collègues qui s'appelle Welser Lang, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Les nouvelles hétérosexualités », où l'on se rend compte que les frontières entre le monde hétérosexuel, on va dire, ou le monde homosexuel sont de plus en plus diluées avec ce qu'on appelle les alliances et les friendly. Alors, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais je pense que dire que quelqu'un est que complètement gay, c'est faux. Moi, je suis des personnes qui sont mariées avec des enfants, qui se disent hétérosexuels et qui vont régulièrement tous les soirs dans les backrooms, qui vont dans les bois, etc. Et des femmes aussi qui vont fréquenter des femmes hétérosexuelles. Et voilà. Donc, la visibilité, ça renvoie à une sorte de constellation et de diversité. Alors, je participe aussi à une ligne écoute au sein d'une association qui s'appelle Grey Pride pour les seniors LGBT, qui montre qu'il y a des femmes de plus de 50 ans qui se retrouvent isolées, qui ont vécu en couple et qui, du coup, pratiquent avec leur sexualité, on va dire, leur autodéfinition se dissocie de plus en plus de leur pratique et elles sont amenées, pour sortir de la solitude et de l'invisibilité qui est de plus en plus manifeste aussi dans le vieillissement, qui les handicapent de plus en plus, en fait, et les font souffrir. Voilà, alors c'est pas vraiment une question, c'est des considérations. Moi, il me semble que je suis plutôt optimiste. Je pense que les mondes se mélangent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus d'ouverture vers les minorités, qui sont de moins en moins minoritaires d'ailleurs. Voilà, je sais pas. Quand vous parliez du mot Gwyn, par exemple, c'est revendiqué. Moi, je m'étais adressée à une femme de 30 ans qui participe à une revue qui s'appelle Tomber la culotte, que je vous conseille, qui est une revue de prévention de l'ENIPS pour les femmes homosexuelles, bisexuelles et curieuses. Et qui m'a dit, il ne faut surtout pas dire que je suis lesbienne, je suis une Gwyn. Voilà, donc vous voyez, donc il y a une espèce de... Ouais.
Alors, Merci. Peut-être Natacha à répondre, parce qu'il y aura peut-être une ou deux questions encore. Merci Dominique. Alors, je voudrais repréciser mon propos parce que peut-être que... Voilà. Sur la question de la diversité de nominations, je n'ai pas dit pour autant qu'il n'y avait pas de cohérence entre trajectoire sexuelle et nomination de soi. Sauf qu'il y a des usages différents selon les espaces sociaux où l'on se trouve. Je m'explique. Par exemple, moi, ce que je vois vraiment en termes de changement générationnel, le terme homosexuel, par exemple, il est de moins en moins utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il renvoie à un registre de médicalisation, de pathologisation. Il ne faut pas oublier quand même que... quand même, oui. Et puis voilà, il y a quand même une sanction aussi sociale médicalisée, quand même, qui a aussi disqualifié les gays et lesbiennes. Donc il y a un rejet quand même plus les générations avancent, plus il y a quand même un rejet de ce terme, et où le mot lesbienne est utilisé maintenant qui était un terme politique dans les années 80, est devenu un terme plus mainstream et qui fait partie de l'usage courant. Quand même, on peut dire lesbienne aujourd'hui sans être envoyé à une position d'ailleurs politique. Quoique, il faut faire attention, hein, dans certaines publications scientifiques, vous savez que nous, chercheurs, on est soumis à faire des publications dans des revues à comité de lecture et tout ça. Et bien, il y a 3-4 ans, je ne vais pas citer évidemment ni le nom de la revue, ni la collègue, et tout ça, mais enfin, où il m'a été reproché d'utiliser le mot lesbienne parce que ça faisait trop militant. Et qu'il fallait dire homosexuel. Voilà. Et moi, c'est effectivement aussi, alors là, pour le coup, moi, je me définis comme une sociologue engagée, non pas militante, mais engagée. Et donc, pour moi, il en va d'utiliser le terme homosexuel pour justement le vider de son sens de médicalisation, pathologisation. Et ça a sans doute un sens politique pour moi. Ensuite, donc ça, c'est le terme, on va dire, courant. Le terme Gwyn, c'est un terme de l'entre-soi politique qui n'est pas nouveau, hein, qui existe depuis au moins la fin du 19e siècle. Hein, il y a toute une histoire d'étymologie des termes, sauf que là, il prend un terme, il reprend en tout cas une coloration politique qui fait référence au Gwyn rouge des années 70. Toutefois, ce n'est pas le terme qui va être utilisé pour se présenter à la famille, à la belle famille. Voilà, généralement, on ne va pas voir des jeunes lesbiennes qui vont aller voir leur mère ou leur père en disant « Maman, je suis Gwyn ». Elles vont plutôt dire « Je suis lesbienne ». Quand elles disent « Je suis lesbienne », Gwyn, ça reste dans l'entre-soi du politique. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça ne construit pas par la suite des trajectoires exclusivement lesbiennes. Voilà, je veux être quand même claire là-dessus. C'est pas parce qu'il y a une diversité des parcours qu'il n'y a pas aussi des trajectoires exclusives. Et moi, je ne crois pas qu'on vive actuellement une période de si grande plasticité des sexualités. Peut-être qu'il y a des pratiques ou une diversité de pratiques, mais je ne crois pas qu'on vive un grand changement à ce niveau-là. J'en suis pas tout à fait sûre, en tout cas. Et ce que vous décrivez, des trajectoires de gays, de ce qu'on peut qualifier de sexualité de loisir, ça n'a rien de nouveau. Il y a eu, vous avez des travaux des années 20 et 30 qui montrent comment, pour garder le bénéfice de l'hétérosexualité, il y a toute une façade hétérosexuelle et le compagnon qui va avoir des histoires sexuelles dans les pissotières des années 20. Enfin, ça n'a rien de nouveau. Voilà, ça fait partie même d'une régulation, hein, je dirais, du maintien de l'hétérosexualité. Par contre, qui est moins forte pour les femmes, parce que pèse aussi pour les femmes quand même une sanction plus sociale, plus importante. C'est plus admissible pour un homme d'avoir une diversité de partenaires que pour une femme encore aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si... Alors, bien. Est-ce que Thierry... Oui, encore une fois. Une question, moi j'en ai une. Et elle ne s'adresse pas à Natacha, elle s'adresse à Joël. Ah, bien. Alors, donc l'objectif pour nous de la chaire Santé sexuelle et droits humains, on a vu que dans le discours qu'on vient d'entendre, on a beaucoup avancé sur l'homosexualité et le droit, à beaucoup de niveaux, jusqu'au mariage, et pour certaines jusqu'à la procréation, et l'acceptation aussi de l'adoption, ce qui n'est pas le cas forcément pour les hommes, les gays, à ce jour, et que c'est très variable en fonction des pays. Mais l'objectif est quand même d'éduquer, pour nous, à la chaire UNESCO. Et donc, ma question est pour Joël, et savoir à quel moment tu penses qu'on pourrait aider cette sortie, je dirais, d'un pansexualisme, d'un choix sexuel plus large, je dirais. À quel moment on peut éduquer
alors l'enfant, le jeune, l'ado, les parents, etc., pour qu'on ait moins de souffrance au moment de l'adolescence ou du jeune adulte dans ce choix, ce début de parcours que nous a très bien décrit Natacha, qui est différent entre les filles et les garçons dans ces parcours-là. À quel moment on peut faire de la prévention pour un mieux-être et un mieux-dire et un parcours qui soit plus facile et qu'on lève cette hégémonie hétérosexuelle dans laquelle je pense qu'on ne pourra pas totalement la lever, mais au moins que l'hégémonie hétérosexuelle accepte aussi bien la possibilité d'une homosexualité ou des parcours qui sont très diversifiés entre homosexualité et hétérosexualité. Donc ça, c'est très précis en termes d'éducation. Oui, alors bon, je ne pensais pas que tu allais me poser une question aussi précise et je ne suis pas sûre de pouvoir répondre aussi précisément que tu le souhaiterais. C'est-à-dire je ne vais pas te donner un moment. Par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a dit Natacha par rapport à l'aveu, et tu verras que je vais faire le lien avec ta question, c'est la question du couple. C'est-à-dire que l'aveu d'une homosexualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, masculine ou féminine, se fait à travers, plus facilement, quand il y a un couple qui se crée. La parole se libérerait plus facilement. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et le gay ou la lesbienne qui ne serait pas en couple apparaîtrait comme une espèce de personnage diabolique qui met en scène finalement la question du plaisir et la question de l'excitation sexuelle. Et moi, ça me fait beaucoup penser aussi, en parallèle, à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui sont aussi catégorisées comme celles qui sont des femmes qui ne veulent que du plaisir et qui ne sont pas des mères qui n'ont pas de désir de maternité. Voilà. Donc, qui sont donc dangereuses. Et qui sont dangereuses. Pour les équilibres conjugaux hétérosexuels absolument. Donc, je ne réponds pas tout à fait à ta question, j'en ai bien conscience, mais en même temps, je vais quand même y répondre, puisque je pense que c'est quand même la notion du plaisir et comment ce plaisir se construit et comment le désir aussi, d'ailleurs, sexuel se construit, qui est derrière ta question, il me semble. Et que cette acceptation du plaisir sexuel, eh bien, il n'est pas si évident que ça. Et je crois que c'est plutôt ce message-là qu'il faudrait faire passer. Maintenant, quand ? Je ne sais pas quand il faut le faire passer. Si c'est dans la toute petite enfance ou si... Alors, c'est très discuté, ça. Hein, on sait bien que parler du plaisir sexuel dans l'éducation sexuelle, on sait que c'est très compliqué, puisque c'est même ça qui est actuellement mis en retrait, enfin par beaucoup d'associations qui sont très rétrogrades. Donc voilà, donc il me semble que c'est ça qui est derrière. C'est possible. Hein, entre parler et respecter le plaisir sexuel de la petite enfance, il y a une différence. On n'est pas là dans l'éducation à parler avec un petit enfant de son plaisir. Par contre, le respecter et ne pas l'interdire, ne pas lui dire que c'est sale, etc. Ça, c'est un début d'éducation d'une meilleure acceptation du plaisir. Et c'est la même chose pour le genre. Je pense qu'il faut faire très attention. Dans le mot éduquer, c'est pas seulement informer, c'est pas seulement dialoguer, c'est aussi respecter la dignité de l'individu qui est devant nous. Oui. Mais non, mais je vous donne une piste. Par exemple, mais je vous donnerai aussi la référence de l'article qui correspond à cette piste. Mais dans l'accès aux soins, moi je pense aux acteurs aussi du soin, les professionnels du monde du soin. Chez une gynécologue, par exemple, eh bien, au lieu de dire à une jeune femme, alors, votre premier rapport sexuel avec, je ne sais pas moi, tel homme, etc., enfin, de présenter la question du rapport sexuel que sur un principe d'abord du coït et de la sexualité pénétrative hétérosexuelle, mais présenter déjà d'emblée une diversité de pratiques. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un ou une partenaire ? Déjà, ça permet de se situer autrement et de ne pas penser qu'il faut répondre. Quand j'avais travaillé sur les questions de santé sexuelle, par exemple, dans les trajectoires lesbiennes, on constate que les jeunes lesbiennes vont beaucoup moins chez la gynécologue que les femmes hétéros. Pourquoi ? Parce qu'elles sont renvoyées d'emblée à la sexualité codifiée par la sexualité reproductive, donc au mode contraceptif. Donc comment se situer quand vous rencontrez une gynécologue qui ne vous parle que de la sexualité reproductive ou alors qui considère que vous n'avez pas de sexualité quand elle n'est pas hétérosexuelle et pénétrative. Voilà, c'est ça, c'est la sexualité de pénétration.
Oui, mais dans la sexualité lesbienne, la pénétration aussi. Mais bien sûr. Non, mais donc, dans la norme hétérosexuée, c'est quand même ce qui est... Moi, au tout début de mon enquête, je me souviens d'une discussion justement avec des sociologues spécialistes de la sexualité où je parle de la pénétration chez les lesbiennes et qui ne comprenaient pas du tout de quoi je parlais. Donc, il y avait un impensé de la sexualité pénétrative lesbienne aussi. Bon, donc... je me souviens avoir été très mal à l'aise où je montrais mes mains, quelque chose, enfin bref. En tout cas, donc déjà, voilà, dans l'accès aux soins gynécologiques, déjà arriver à ce que dans les entretiens du soin, l'entretien ne soit pas mené par ce guidage hétérosexuel, mais d'emblée par proposer à la personne de répondre sur un panel de possibilités. Déjà, moi je trouve que ça serait quand même une évolution. Parce que du coup, ce retrait d'accès aux soins chez les gynécologues, ça fait quoi ? Ça crée des problèmes, par exemple, de dépistage de cancer du sein. Enfin, ça a des effets réels. Ou alors, ça a aussi des effets sur le fait de ne pas se dire. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que le protocole est tellement présent dans cette hétérosexualité où il n'y a pas possibilité de se dire, si, en fonction de la légitimité de soi, etc., il y a plein de choses qui restent sous silence. Ce que vous disiez sur les femmes absolument hétérosexuelles, pareil, dans l'enquête, pareil, je vous donnerai la référence de l'article, mais je montre comment aussi les femmes qui ont plusieurs partenaires n'osent pas le dire, et donc il y a un défaut de dépistage des IST, parce qu'elles n'osent pas le dire, parce qu'elles ont peur aussi de stigmatiser. Donc ça veut dire aussi, en fait, une sortie d'une pensée hégémonique de l'hétérosexualité conjugale et reproductive. Voilà. On n'a pas du tout parlé de la masturbation et aussi de comment, effectivement, il y a une différence entre ce qui est vécu de la masturbation pour les garçons et pour les filles. Donc voilà, et comment ça doit aussi avoir une influence. Alors, ce que je peux dire, mais là c'est encore plus ancien, parce que je n'avais pas traité de cette question dans l'enquête, celle-ci, mais dans Se dire lesbienne, oui. C'est qu'en tout cas, il y a toujours quand même dans les... En gros, là, on voyait une différence entre les parcours de femmes. Là, ce n'était pas lié lesbianisme, hétérosexualité, mais à la position politique. Pour les femmes qui, effectivement, avaient une construction politique, on va dire féministe, de réappropriation du corps, il y avait une autorisation de l'auto-érotisme qui quand même était plus évidente, alors que pour celles qui n'étaient pas politisées sur la question du corps, il y avait encore quand même un interdit de l'auto-érotisme. Donc d'une sexualité indépendante, oui, plus difficile. Bien. Alors, nous avons terminé. C'était passionnant. On va remercier bien sûr Natacha et puis Arnaud, qui ont beaucoup travaillé sur cette conférence. Alors, juste pour vous rappeler aussi que notre cycle est en partenariat avec, d'une part, la Fondation Paris Diderot, qui soutient donc nos travaux, et puis le laboratoire Vivelsquer. Et nous avons ici 2 représentantes à qui nous faisons un petit signe. Et qui nous soutiennent nos actions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été parmi nous et nous vous attendons maintenant pour boire le verre de l'amitié.